te meti e o prihi ato te teinu maahotu. Te ho ato ane matou, te tei mauinu, e te mautauhi a RTT. Bonjour René. Bonjour Jérôme. Waouh. Bienvenue à Tahiti et bienvenue à Propriété. Je te remercie. Ça fait plaisir de voir que la tradition du collier est toujours d'actualité. C'est chouette ça. La tradition à Tahiti, ben c'est ça. C'est ça. Ça sent bon en tout cas. Bon, est-ce que tu as prévu de m'emmener à un entraînement de pirogue? Ben oui, je vais te faire découvrir le sport national ici à Tahiti qui est le VA. Le VA. Ah oui. Bon. Alors tu sais que je vais passer un petit peu de temps avec toi ici sur Tahiti. Ensuite, je vais aller à Bora Bora pour nager avec les dauphins. Ben, c'est super ça. Pas mal ça. Hein, et puis ensuite, je vais finir mon voyage à Moorea. Je suis invité à un mariage traditionnel. Ah, ça, c'est vraiment super parce que Ouais. le monde entier, ils viennent se marier à Montréal. Ouais, il paraît que c'est très réputé pour ça. J'espère que ce programme de rêve vous convient. En tout cas, je vous invite en Polynésie. Soyez les bienvenus dans l'archipel de la société. C'est ça. Bienvenue dans mes belles échappées. Ça rime. Entre le soleil, le vert de la montagne et le bleu du lagon, je suis servi là. Hein. Ah oui, ben là, tu découvres Papeete. Ben, c'est la plus grande ville de toute la Polynésie, avec 180 000 habitants à peu près en Polynésie. Les 2 tiers de la population est centrée ici, à Papeete. Dans cette ville? Ah oui, de toute la Polynésie? De toute la Polynésie, oui. Ouais, parfait. C'est chouette ça, tu m'as fait un accueil personnalisé au son du ukulélé. Ben oui, en Polynésie, l'accueil c'est ça, c'est le ukulélé, c'est la guitare, c'est les chansons polynésiennes. De temps en temps, je suis avec eux, bon, je vais tu joues m'amuser un avec peu. eux? Ah oui, oui. Tu me montres? Ok, Ah on ouais? peut y aller. Ah ouais, ouais. Ah, tout le bravo. Maru. Ça va, mamie? Voilà. Bonjour, je vous Jérôme. embrasse. Je te présente une mamie qui est très importante dans ce marché. Ah, Parce pourquoi? que tu vois le produit qu'elle a, c'est des médicaments tahitiens, donc fabriqués à travers le jus de noni. C'est une fleur, c'est un Non, non, fruit? c'est un fruit, c'est un fruit. Et vous me feriez goûter? Oui. S'il vous plaît? Ouais. Celui-ci, il est au gingembre. Celui-là, il est au gingembre. Donc Ça tu sens booste un peu, tous les matins à demi-verre. là, tu sens un peu le goût du fruit de Civifolia. C'est pas mal en plus. Attends, regardez ça. Sexualité, jouissance accrue. Vous me dites ça parce que vous Non, me non. trouvez un peu... Non? Ah bon? Non, non. Tenez. Après, on n'est plus malade. Merci beaucoup. On peut Bonne pas journée. manger de- Je penserai à vous en goûtant ça. Voilà. Merci. Ben, bonne journée. À vous, au revoir. Oui, quand c'est rangé. C'est yo. Ici, les femmes portent la fleur de tiare sur l'oreille. Ça a un sens, je crois, non? Oui, quand on porte à droite, donc ça veut dire qu'on est pris. Quand On est on porte pris, à gauche, qu'on est célibataire. Ah, Voilà. D'accord. Ah,
Voilà, donc vous, ça y est, Voilà. c'est fait. Et alors, est-ce que vous avez rencontré l'âme sœur grâce à votre fleur? Mais non. Non, Avec ça le marche pas châle. alors. Ça marche pas. Ça marche Bon, ça reste joli, donc de toute façon, merci en tout cas. Allez, bonne Merci, journée à merci. vous aussi. Merci. Ici, il y a beaucoup de produits qui viennent de l'agriculture locale, de la pêche et tout ça, mais il y a surtout beaucoup de produits importés, j'imagine, non? Oui, beaucoup de produits importés parce qu'ici, on n'a pas d'usine pour fabriquer, je dirais, des électroménagers, tout ça, donc tout est importé. Les produits manufacturés surtout, quoi. Les produits manufacturés, donc c'est très très cher ici, la vie est très chère. Sur le port de Papeete, c'est l'effervescence perpétuelle. Les cargos ont remplacé les bateaux à voile depuis des lustres, mais le nom est resté. On les appelle toujours les goélettes. Chaque jour, ces navires appareillent à destination de tous les archipels, avec dans leur cale tout ce dont les îles ont besoin. Après avoir fait ses classes dans les 40e rugissants, depuis 15 ans, le capitaine Candelot est revenu naviguer dans les eaux chaudes des archipels polynésiens. Sans les goélettes, les îles seraient dépourvues de denrées alimentaires. Et voilà, c'est vraiment le cordon ombilical qui relie Tahiti aux archipels. Et puis ça fait partie du folklore. Lorsque j'ai décidé d'épouser cette profession, c'était dans ce sens. Voilà. D'être en contact en permanence avec les îles. C'est pas le métier qui m'a épousé, c'est moi qui ai épousé le métier. Voilà. Le Taporo 6 largue les amarres direction l'archipel des îles sous le vent. Le programme, c'est Huaïné en premier, qu'on va toucher à 1h du matin. Ensuite, ce sera Reiatea, 4h du matin. Et troisième escale, à 6h30. Voilà, à la suite. C'est calme, la météo est avec nous. Donc on va maintenir le timing prévu. Quand le commandant Candelot met 12 heures pour rejoindre sa destination finale, Arnaud, lui, ne met que 50 minutes. Deux visions différentes des distances d'un territoire grand comme 5 fois la métropole, mais une même vocation, celle de créer du lien entre les archipels. En métropole ou ailleurs, il y a d'autres moyens de transport. Ici, c'est soit le bateau qui met plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ou l'avion qui, en quelques heures, nous permet d'aller au fin fond de la Polynésie. Donc ça, c'est important. Les gens ont besoin d'avoir ce lien et de pouvoir se réconforter pour pouvoir se dire qu'à tout moment, ils peuvent revenir à Tahiti. Bercé par les récits des pionniers de l'aéropostale, ce pilote de ligne a décidé un jour de quitter la métropole et de poursuivre son rêve aux antipodes. Je cherchais déjà depuis un certain temps à partir dans les îles et connaître cette aviation-là. Et donc voilà, la Polynésie s'est offerte. Et j'ai découvert, au rythme d'un certain nombre de vols à l'année, les atolls, les archipels, des Tuamotu, des Gambiers, des Marquises, des îles sous le vent. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et pour que le rêve soit parfait, Arnaud a même créé sa propre compagnie aérienne. Cette fois-ci, il vient récupérer les concurrents d'une compétition de surf à Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu. Ça y est, c'est la fin. Je crois qu'elle va être ici, ouais. Ça marche. Alors là, on retourne sur Tahiti, on ramène les surfeurs. Et puis on repart après pour revenir chercher 16 autres personnes et on va faire ça plusieurs fois dans la journée. Le temps n'est pas si loin où les goélettes constituaient le seul moyen de transport entre les îles. Aujourd'hui, seuls quelques irréductibles continuent de réserver leur place sur le pont, car ici, pas de cabine voyageurs ni de restaurant. Ici, il ne demande pas grand-chose. Un petit mètre carré pour mettre sa petite natte et puis passer la nuit. Voilà. C'est les meilleurs passagers. Ça ne rouspète pas. Voilà. L'avion a supplanté les bateaux, ça il faut le dire. Les gens qui prennent le bateau, c'est ceux qui ont un petit budget, on va dire.
et qui n'ont surtout pas le mal de mer. Pendant ces heures de quart, le grand plaisir du capitaine Candelot, c'est de naviguer dans les eaux chaudes du Pacifique en rêvant des tempêtes de l'Atlantique Nord. C'est une musique qui m'aide d'abord à faire le vide de ma tête, à déstresser la pression de la journée. Et puis je m'imagine là-bas, près des côtes écossaises, irlandaises. Allez, branle bas. Tout le monde à son poste. La passe de Huaïné est en approche. Un lieu que redoute le capitaine depuis qu'une nuit de tempête, sa goélette avait bien failli s'échouer sur le récif. Toi comme ça. Avant de l'emprunter, je fais pas une petite prière, mais je l'implore, je lui dis que j'arrive et je viens en paix. L'activité des îles est réglée sur l'heure d'arrivée de la goélette, de jour comme de nuit. Le temps de débarquer les matériaux de construction et de charger les fruits et légumes des cultivateurs de l'île, et le Taporo reprendra la mer jusqu'à la prochaine escale. Dans le même temps, Arnaud, lui, aura eu le temps de parcourir des centaines de kilomètres dans ses allers-retours entre Tahiti et Rangiroa. Et demain, il ira poser son bimoteur sur un autre atoll paradisiaque, loin de l'agitation de Papeete. Le fait de pouvoir partir pendant 2-3 jours, d'aller dormir sur place, que ce soit aux Marquises, dans les Australes, les îles sous le vent, c'est toujours très sympa. On n'a pas toujours que des hôtels à disposition, il y a des petites pensions de famille, on mange avec eux. C'est énormément de satisfaction. Très beau en plus, il y a les enfants qui participent, oui. tout petits. Bah, le Polynésien, c'est ça. Ouais. On l'éduque déjà à la chanson des petits. Comme ça, ils arrivent à chanter toutes les chansons. Et ils sont nombreux les jeunes. Ah oui. Bah, c'est la messe d'aujourd'hui, ça concerne la jeunesse. E amri no ato. Amen. C'est une belle cérémonie, hein. C'est vraiment émouvant. Ouais, c'est émouvant. Ben, c'était un peu le gospel polynésien. Ouais, c'est ça. Voilà. On peut appeler ça comme ça finalement. Et le polynésien, c'est vraiment là, les enfants le parlent tous, j'ai l'impression. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des écoles on apprend le tahitien. Oui. Même dans les marquises, on apprend le marquisien. Et la religion, justement, permet aussi de de pratiquer différemment. Aujourd'hui, en Polynésie, la religion, elle est très forte. Ici, on a la majorité des protestants. Après, le deuxième, il y a les catholiques. Catholiques. Je suis ravi que vous m'ayez fait partager ce moment-là, en tout cas. J'ai senti vraiment votre foi, vous priez, vous êtes très attentif et puis vous avez le sourire quand vous chantez. Ah oui, voilà. C'est la joie parce que le protestant, avant, n'était pas comme ça. Il y avait des interdictions. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le protestant est ouvert aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut chanter en applaudissant, tout ça. Et c'est grâce à la jeunesse. On a la
chance aujourd'hui, on aura des bonnes conditions pour l'entraînement de VA aujourd'hui. J'ai hâte de les voir tes pirogues depuis le temps que tu m'en parles. Je vais aller faire un petit tour là. Je voyais pas ça si grand. Hein. Ah, les pirogues, oui, ils sont à plus de 13 mètres là. Donc tu as 6 personnes dedans, je voyais ça? Oui, 6 personnes. Et sur l'eau, ils vont à quelle vitesse? 15-16 km/h. Maintenant, dans la houle, ils vont jusqu'à même 23-24 km/h. Dans le surf. Bon, est-ce que c'est un bon coach, René? C'est clair, on gagne. Donc là, c'est le coach parfait, quoi. Fais voir? Oui, je comprends pourquoi. Et j'ai plus les mêmes jusqu'avant. T'as plus les mêmes? T'en as perdu? Ouais. Heureusement. Tu craquerais ton t-shirt. Alors, qu'est-ce qui vous attend, là? On fait notre prière, après on passe au... C'est une prière? Oui. Pourquoi? Tous les lundis. Pourquoi? Et tout ce qu'on reçoit dans la pirogue, ben, on le doit au Seigneur. Tu pries souvent, que hein? ça soit dans la défaite ou dans la victoire, donc on le remercie toujours. Tia tua toma tumi tua mana hopeit e te e Jehova. Ha maruru ha moit e ani at o matu ia o inatu i tā mātou pure. J'ai toujours été habitué à être sur la pirogue et ramer. Donc être sur le bateau pour coacher, c'est autre chose. De donner le savoir que j'ai acquis pendant des années et donner le savoir, partager avec ces jeunes-là, donc c'est quelque chose de très fort. C'est quoi l'origine de ce bateau? Il est né où ce bateau? Ben, le barrage, je dirais que l'origine est polynésienne. Parce que nos ancêtres avant, pour traverser le Pacifique, d'aller en île et en île, donc ils taillaient le vent à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Et après, ils faisaient des traversées. Ils n'avaient pas de boussole, mais c'est les étoiles qui les guidaient sur la mer. On pense que les premiers habitants de Tahiti seraient arrivés à bord de pirogues en l'an 300 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette colonisation imprègne toujours l'âme polynésienne, dont l'un des symboles forts est la passion qui entoure la pratique de la pirogue, plus connue sous le nom de va. Après le haka qui ouvre la séance d'entraînement, les juniors du club de Pirae, dans la banlieue de Papeete, travaillent d'arrache-pied en vue des championnats du monde, l'objectif de la saison. Ici, c'est le sport national de la Polynésie. Depuis nos ancêtres, on a suivi le chemin des ancêtres. Même les jeunes, ils sont motivés par le VA. Ici, on démarre vers les 9 ans, 10 ans, jusqu'à 60 ans. Il y en a qui ne raccrochent jamais. Les épreuves de Va'a se disputent sur des distances allant de 500 mètres à 150 km. Cette discipline exige une condition physique sans faille. Aussi, les piroguiers doivent s'entraîner au minimum 2 heures par jour.
Si les VAA pour 1 et 3 rameurs sont aujourd'hui construits en matériaux ultra légers, les grosses pirogues pour 6 ou 12 rameurs sont toujours réalisées en bois et pèsent jusqu'à 150 kg afin de résister aux assauts des vagues de haute mer et à la pression exercée par les rameurs. Prêt à ramer là. D'ici fin de semaine, celle-là elle est prête aussi. On fera des essais avec. Voir à peu près la ligne de flottaison, si elle n'est pas trop enfoncée. Et on va faire aussi la pesée de ce bar. Le marathon Polynésie Première marque le début de la saison. 44 km entre Tahiti et Moorea et retour. Toutes les meilleures équipes sont présentes, accompagnées par une armada de bateaux suiveurs, transformant le lagon turquoise en écume bouillonnante. Ça arrive de partout. Ça arrive de partout, il faut faire attention. Il y a des bateaux qui s'arrêtent devant toi, il y en a d'autres qui repartent, qui te coupent la route. Alors c'est une attention tous les instants. Et il y a la mer qui bouge. Entraîneurs, supporters, pom-pom girls, toute la société polynésienne vibre pour ses champions. Certains sont de véritables stars, bien qu'ils ne soient pas professionnels. Ainsi, depuis 10 ans, la meilleure équipe est constituée par les salariés d'un distributeur de produits pétroliers. Pour être professionnel, il faut être payé uniquement pour faire ça. Dans notre cas, je ne sais pas pour les autres équipes, mais dans notre cas, nous, nos travailleurs font le 39 heures par semaine, voire d'autant plus. Pour vous citer un exemple, après la grande course de Hawaï qui nuit, quel que soit le résultat, premier ou pas premier, le dimanche, au retour de Tahiti, le dimanche, donc, il livre la clientèle comme un jour normal. À l'arrivée sur la plage de Moorea, Albert Moux s'enquiert de la santé de ses athlètes salariés. Continuez toujours à pas de mystère. Après les combats, il faut tomber concentré. Regardez l'autre. Chaque grande entreprise polynésienne se doit d'avoir son équipe de VAA. Partenaires dans les affaires, les grosses fortunes tahitiennes deviennent concurrentes sur l'eau. Le combat est magnifique. On n'a jamais vu des combats sur la côte de... C'est rare, ouais, quand c'est rare. Quand ça reste accroché comme ça. Accroché longtemps, hein. Longtemps, hein. Accroché longtemps. Déjà à la sortie de la passe, à l'intérieur du lagon à Papeete, la sortie de la passe, au milieu, vers la fin, les mecs là, ils doivent morfler. Hein. Personnellement, et pour la société et tout, disons, on investit pas mal. Au fond, c'est la promotion de la société en même temps. C'est d'abord un esprit d'équipe, hein, chez les uns comme chez les autres. Quoi. Il y a beaucoup de monde autour de ça. Hein. Il n'y a pas seulement les rameurs, il y a tout un staff autour, des supporters. Donc voilà, c'est un peu... Après, c'est une promenade en famille, quoi. Pour ceux qui suivent la course. Qu'est-ce qu'il est modeste là. Non. Mais le rêve de tous ces passionnés, qu'ils soient rameurs ou investisseurs, c'est de gagner un jour l'Hawaii Nui, une course marathon de plusieurs jours entre Huaïné et Bora Bora. Nous commençons notre descente vers Bora Bora. Nous vous demandons de boucler sur votre ceinture. Merci. Ihwahirima tematane tatete pawatui Bora Bora ya tamo havito tuhatua maruru. Bonjour monsieur, bienvenue à Bora Bora monsieur. Merci beaucoup. Bonjour Patrick. Alors, comment ça va? Ça va et toi? Oh, super, bienvenue. Merci, et dis donc, t'es en tenue locale comme on dit. Ah, c'est plus léger, hein, avec le temps oui. qu'il fait. Tu es prêt pour l'aventure? L'aventure? À ce point-là? Qu'est-ce que tu m'as prévu justement? Je t'ai montré donc, pas des petits poissons, hein, ça. Je t'ai montré des poissons un petit peu plus volumineux. Genre quoi? Montre-moi. Ah bah ça, c'est la surprise, hein. Ouais, tu me dis ça avec un petit sourire en coin, il y a un truc louche. Pas sûr.
fond blanc là, parce qu'il y a des gens qui sont à... Là, il n'y a pas beaucoup de fond, là. À 200 mètres, ils ont il y a 1 mètre et demi d'eau, là. l'eau à la taille, ouais. Je crois qu'on est arrivé. On est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Je vais les appeler. Téléphone local. J'arrive. Oh, des raies? C'est ça? Eh oui. C'est énorme. C'est ça les fameux petits poissons dont tu me parles? Ah bon, c'est des petits. Waouh. Ah bah là, tu m'as donné envie d'y aller, on y va. Hein. On y va, hein? Allez. Mais en tenue, c'est le maillot local, ça, aussi. Hein. C'est le maillot maori? Le maillot polynésien. Je vais essayer de pas marcher dessus quand même, parce que je suis pas sûr que ça leur fasse plaisir. C'est incroyable. Bonjour. Bien vu. C'est fou, hein. C'est tout doux. On a l'impression qu'elle vient nous caresser gentiment. Ouais. Elle vient de masser un petit peu. Ouais, c'est ça. Je suis pas très fan du sous les bras, si ça vous ennuie pas. Voilà, c'est toi qui fais la vidéo. J'ai peur qu'elle tombe amoureuse, moi. Et cette espèce, elle est protégée ici, j'imagine, dans le lagon? Les 3 sortes de raies sont protégées en Polynésie. Mais on les pêche pas. On les mange pas. C'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai, toi, t'es habitué forcément, mais... Jérôme, la journée n'est pas terminée. Je t'ai réservé une dernière surprise. Oh, j'aime pas trop ça. Oh, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu veux me faire? Voilà, on est arrivé sur le site. On va faire un peu d'apnée. On va aller voir des poissons un petit peu plus volumineux que ce qu'on a déjà vu. Je veux bien savoir ce que c'est avant, si ça t'ennuie pas. Parce que bon, si c'est plus volumineux que l'arrêt, c'est que c'est-à-dire que ça dépasse. L'arrêt, c'est une taille moyenne, donc tu as une petite idée de ce qui est un petit peu plus grand. Voilà, voilà, je suis bien là, moi. Je les vois très bien d'ici, tout va bien. C'est bizarre, mais j'ai pas forcément envie de regarder. Hein. Bravo. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'était incroyable. Ah, c'était incroyable. Oh là là. C'est fou parce que il nous passe à côté et étonnamment, on n'a pas de sensation de peur. On sent pas de danger, tu vois. C'est quoi comme espèce de requin, ça? Là, c'est des requins à pointe noire. Ouais. Donc, ils se nourrissent que de poissons morts. Et donc, quel âge ces requins? Ils sont pas très grands. Ceux-là, on mesure dans les 1 mètre, 1 mètre 20 quand même. Donc, ils sont à l'âge adulte. Ah oui? D'accord. Donc, ces pointes noires ne sont pas très grands.
À la fois chanteur, danseur et guide touristique, Patrick Terroua est un passeur de culture. Aucun des aspects de son île ne lui est inconnu. Je suis né ici. Ma famille est là depuis plus de 6 générations. Donc je connais l'île comme ma poche. Et partager ça avec des gens, c'est agréable. La découverte de Bora Bora se poursuit sur l'îlot familial, face à Otemanu, la montagne sacrée toujours inviolée en raison de sa roche délitée. Dès que je quitte Bora, première chose que je cherche, c'est la montagne. On l'a toujours considérée comme sacrée, et puis jusqu'à aujourd'hui, il n'y a encore personne qui a réussi à monter sur le sommet. Donc il y a quand même une magie, il y a quand même un pouvoir de garder l'humain donc sur la terre. Cette partie-là est réservée pour les dieux. La famille de Patrick a su résister aux sirènes de l'argent et conserver cet îlot. Aujourd'hui, il propose aux visiteurs d'y goûter l'expérience polynésienne. C'est sûr que de vendre le terrain, c'est de l'argent facile. Mais dès qu'on le perd, ben ça y est, c'est fini, on ne le retrouvera plus. C'est pas comme dans les grands pays, quand tu vends, tu trouveras toujours. Voilà, le poisson est cuit. On va faire l'ouverture du four. Venez, venez par ici. Dans le Haima, le four polynésien, le cochon de lait aura mijoté pendant 3 heures. Voilà. Une technique de cuisson que l'on retrouve dans tout le Pacifique Sud. Messieurs, dames, servez-vous. Bon appétit. Il y a du poulet fafa, donc poulet avec l'épinard, au lait de coco, le porcelet, le poisson cru. Donc vous prenez un petit peu de coco râpé, vous le mettez dessus. Succulent. Et en dessert, de poé. Donc là, c'est à base de banane, avec de la vanille. C'est une très très bonne expérience. Patrick a été super. Il nous a bien montré son île. Et au niveau du repas, je pense qu'il y a de quoi faire et on va bien se régaler. Finalement, Patrick propose tout simplement à ses visiteurs de vivre une journée au paradis. Merci de m'avoir convié à ça, vraiment. Waouh. Je suis sûr que tu n'as pas droit aux fautes. Parce que ça brûle. Oui. Toi, tu es immunisé de tout. T'as jamais mal. C'est quoi cette danse du feu? Tu m'as pas expliqué. C'est une danse traditionnelle qui vient plutôt des îles Samoa, Fidji, après, donc c'est venu ici dans les îles de la Société. Donc ça, c'est des îles du Pacifique aussi. Hein. Oui, c'est des Polynésiens. L'être humain voulait prouver qu'il était aussi fort que le Dieu. Donc il devait danser avec le feu ou marcher sur le feu. Après la journée avec les requins, les raies, ben, on joue avec le feu. T'es un vrai guerrier, toi, non? Hein? Merci, en tout cas.
Vous êtes Marama? Oui. C'est ça? Oui. Le meilleur tatoueur de l'île, on m'a dit, c'est ça? Oui, il paraît. Il paraît. Bon, je suis venu en curieux parce que je sais que le tatouage en Polynésie, c'est quelque chose d'important. Ça fait vraiment partie de la culture ici, c'est pas seulement pour l'esthétique. Ça peut être les deux, oui, mais c'est plus une culture. Quelqu'un qui n'est pas tatoué ici, c'est pas un Polynésien. C'est ancestral. Alors aujourd'hui, c'est toujours aussi populaire. Quel sens ça a aujourd'hui maintenant? Ça s'est modernisé en tout cas. C'est devenu plus esthétique aussi. Surtout au niveau des femmes, je dirais. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ton tatouage? Il n'y a pas vraiment d'histoire là, mais c'est plus des symboles. Voilà. Le symbole de la famille, et j'ai le symbole du requin aussi, qui tient des noms de famille de mon grand-père. Et puis bon, les fleurs, parce que j'aime les fleurs et que c'est joli, ouais, voilà. Et puis après, voilà, les éléments de la nature. Donc voilà, c'est plus son symbole. C'est assez étonnant parce que tu travailles sans calque, tu travailles comme ça, à main levée? Non, ouais, à main levée, ouais. Donc tu lui fais confiance parce que tu sais pas ce qu'il fait. Voilà, je lui dis à peu près ce que je veux et ce que je veux pas, et puis je lui laisse. C'est création libre. Ouais. Modèle unique, comme on dit. Voilà. Voilà. Tout en basant sur ses idées de base. Ouais. Après, c'est moi qui je fabrique le dessin en tête, et après, ça y est, c'est parti. Ça y est? C'est bon. Ah ouais, super. J'ai pas raté? Non. Apparemment non, hein, un grand sourire. Ouais. Oui. Ça va? Ça va? Tu es team, toi? Je suis team, ouais. Bon, c'est toi que j'ai au téléphone? Bon, non, c'est bon, impeccable. Bon, super. Tu vas faire un tour d'aquabike? Ouais, j'ai hâte. Ah bon, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Bora Bora, ça vient de Pora Pora, qui veut dire la première née en tahitien. Parce que l'île de Bora Bora est la première île à être sortie de l'océan. D'accord. Les monts qui culminent au-dessus de Bora Bora, en fonction de la position où on se trouve autour du lagon, on arrive à voir une femme allongée sur le dos. Bien, Jérôme, bienvenue à bord de Tiamoana. C'est la barge qui sert de support pour les aquabikes. C'est donc ça. Voilà. Alors tu vas voir, c'est comme une voiture électrique pour un petit garçon. tu vas rétrograder de quelques années. Très bien. Tu verras, tu appuies sur les pédales, c'est pour avancer. Okay. Si tu vas aller à droite, tu tournes le volant à droite. C'est logique ça. Tu vas aller à gauche, tu tournes à gauche. Il n'y a pas de piège. Okay.
Bora Bora est entrée dans l'imaginaire collectif comme la destination de rêve par excellence. Une réputation qu'elle doit à son lagon turquoise, mais aussi à ses hôtels de luxe bâtis sur pilotis. C'était vraiment en fait la marque de fabrique de ces hôtels, avec les toitures en pandanus, le bambou, les bambous lattés, le bois d'aïto qui a été utilisé pour donner vraiment un esprit polynésien à cet hôtel. À 600 € la nuit, la carte postale ne doit pas jaunir. Une exigence qui demande une attention de tous les instants. L'air salin, le soleil qui est très fort ici, les UV, fait que tout le vernis, que toutes les protections qu'on met sur les bungalows ont une durée de vie environ de 12 à 18 mois. Donc toutes les années et demie à peu près, il faut qu'on remette les équipes au travail pour que quand les gens arrivent, eh ben, ils aient effectivement la carte postale qui les attend devant les yeux. Ce havre de luxe fait également le bonheur de la faune et de la flore. Des biologistes ont créé une nurserie de corail entre les bungalows pour tenter de recoloniser les fonds sablonneux. L'idée, c'est qu'on a une sorte de Polynésie d'hier. On arrive à recréer des havres de paix, des zones qui sont sous moins de pression. On n'a pas de chasseurs, pas de pêcheurs en théorie. Donc la pression, en effet, est beaucoup moins forte. Donc les animaux sont beaucoup plus cool. On est parti au point zéro avec quelques sols tropicales et quelques herbivores broutant les piliers, à 75 espèces de poissons, ce qui est énorme. Les hôtels polynésiens sont également une opportunité pour de nombreuses troupes de danse de se produire sur scène devant un public. La troupe de Kevin, composée d'un aéropage de Miss Polynésie ou de Miss Bora Bora, tourne 5 soirs sur 7 dans les hôtels de l'île. La plupart ont un emploi dans la journée, comme tout le monde. Et le soir, c'est une façon de s'évader, étant donné que Bora, c'est très calme. On n'a pas de cinéma, on n'a pas de boîte de nuit. Donc, c'est un moyen de se retrouver entre jeunes et une bonne façon de s'éclater aussi. Et dans les spectacles offerts par les hôtels, il y en a pour tous les goûts, du plus glamour au plus viril. Mesdames et messieurs, nous venons de débuter notre descente vers Moorea. Veuillez boucler, serrer votre ceinture. Merci. Yorana, Jérôme. Yorana, oui. Bienvenue à Moorea. Merci. Ça va, ton voyage s'est bien passé? Ouais, super bien. C'est un petit saut de puce, tu sais. C'est Tahiti en face, c'est ça? Ouais, c'est Tahiti en face et Moorea, on est l'île sœur. Ah, l'île sœur, voilà. D'accord. Alors, tu as prévu de m'emmener voir tes tortues? Je vais t'amener voir nos tortues, mais avant, je vais te faire visiter un peu notre île, qui est si belle, pour que tu vois un peu tout ce qu'on a ici. Ça fait combien de temps que tu es ici, toi? Ça fait 13 ans. 13 ans. Ouais. Et tu es venu pourquoi? On est venu, moi et mon mari, en vacances. On faisait un tour du monde et on est tombé amoureux de Moorea. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette île? Pourquoi tu y es resté? Le côté sauvage, les gens qui sont très gentils, la culture, parce qu'il y en a énormément et qu'elle est préservée, ouais. Et vraiment vivre près de la nature. Quand on a besoin de se dépayser un peu, qu'on a un peu trop de bleu dans la tête et dans les yeux, ben on vient un peu par ici, tu vois. Waouh, c'est magnifique ça. C'est beau, hein? Donc là, tu as la baie de Cook. Baie de Cook. Et baie d'Opuno. Cook comme
celui qui est venu par ici. C'est ça, sauf qu'en fait, il est arrivé dans l'autre baie. Ah d'accord. Voilà, l'histoire est là. Au milieu, c'est quoi? C'est le Rotui. C'est la montagne la plus sacrée de Moorea. Pourquoi sacrée? Là où on parle de l'envol des âmes. On dit qu'une fois que tu meurs, ton âme va aller au mont Rotui. Et c'est là qu'il va y avoir ton jugement, voilà, le choix entre le monde éclairé, on va dire, et le monde noir qu'ils appellent le pot ici. Là, Jérôme, on est à la clinique des tortues. Je vais te montrer nos petites pensionnaires. C'est chouette dans ces petits farés. Là. Petite pensionnaire. Ah oui, oh là là! Oh, c'est trop mignon. Donc là, tu as des bébés tortues vertes. Elles ont quel âge? Celles-ci, elles ont pratiquement 2 mois. Mais pourquoi elles sont là? Alors, elles sont là parce que c'est des tortues qui sont trouvées dans le cadre d'un programme de recherche qu'on fait. Lorsqu'on trouve des tortues qui sont très affaiblies, qui n'atteindront jamais l'océan ou qui restent coincées à l'intérieur des nids, on peut demander une dérogation pour les ramener à la clinique, s'en occuper. Et ensuite, bien sûr, quand elles iront mieux, les relâcher. Donc, tortues vertes, elles sont toutes marron. Oui, c'est ça, elles sont pas vertes du tout. Donc, la question est d'où vient la couleur verte? De ce qu'elles mangent, sans doute, non? C'est tout à l'intérieur, leur chair est verte. Et c'est pour ça qu'on les appelle les tortues vertes. Allez, on est bon. De quelle couleur est la carapace de la tortue verte? Marron, verte ou jaune? Marron. Super, tu peux avancer. Là, je te présente notre salle éducative, là où nous recevons les enfants. En plein jeu. Yorana. Alors, vrai ou faux? Toutes les espèces de tortues marines sont protégées dans le monde. Vrai. Vrai, super. C'est une bonne nouvelle, ça. Tu vois, partout dans le monde, tu le sauras. Et qu'est-ce qu'elles risquent, vos tortues, ici? Les braconniers vont les manger. Ça se mange? Ça se mange. Ça se mange toujours. Depuis 90, on n'a plus le droit de manger, récupérer, conserver, détenir des tortues. Maintenant, ça reste une tradition. Pendant très longtemps, on disait que c'était les anciens qui envoyaient les tortues marines pondre sur la plage et pour que les locaux puissent les manger à leur tour et prendre des forces et prendre la force des anciens. C'est pour ça qu'on essaie au maximum d'informer les enfants parce que c'est rentré dans une coutume, comme on pêche du poisson, on va pêcher de la tortue. Donc c'est informer, montrer aux enfants que c'est à eux maintenant à protéger ces espèces pour qu'ils puissent en voir encore, que quand ils seront grands, que leurs enfants puissent encore en voir, parce que on sait que dans 10 ans, si on fait rien, il n'y en aura plus en Polynésie française. Donc là, tu vois, il y a mon collègue Mathieu, qui est notre biologiste marin, qui va sortir Pererao. Là, tu vas voir la tortue qu'on va relâcher tout à l'heure. C'est celle qui n'a qu'une nageoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme tu vois, elle a de la force. Hein. Donc, elle est vigoureuse, donc elle pourra être relâchée. On va la mettre sur la table, hein? Oui. Waouh. Comme tu vois, c'est une tortue qui est en bonne santé. Un des premiers réflexes qu'on regarde, c'est au niveau de l'œil, on touche comme ça. On voit bien qu'elle a un réflexe, tout va bien. Si tu regardes au niveau de ses plaies, bien qu'elle ait été mordue par un requin, c'est bien cicatrisé, le moignon va bien. Ici, elle avait d'autres plaies, donc tout va bien. Donc là, maintenant, il est temps pour elle de retrouver son milieu naturel. On va la mesurer. Ok. Donc là, tu vas te mettre ici. Ouais. Voilà. 68 et demi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la baguer. Ok, donc tu vas bien tenir par contre, parce qu'on ne dirait pas, mais ça a beaucoup de force. Et voilà, ça y est, elle a une bague. Et puis si un jour tu reviens de baigner en Polynésie, et que je la croise, voilà, tu pourras regarder les nageoires. Nécessairement, forcément.
Voilà. Les lagons polynésiens abritent une faune à la richesse insoupçonnée. 3 fois par semaine, le Jet France, un catamaran de course reconverti en bateau de croisière, appareille. TPA emmène ses visiteurs à la découverte de Tetiaroa, l'atoll de Marlon Brando. L'histoire, c'est qu'il est tombé amoureux de l'atoll. Depuis qu'il a fait le tournage, c'est les révoltés du Bounty. Et il avait une petite maison, il a mis des coins d'eau un peu partout sur le motu. Et sur le motu le plus à gauche, il y avait sa maison où il passait ses vacances. Et il s'est marié avec une Polynésienne, il a eu 2 enfants. Il a fini ses jours ici. Après 2 heures de navigation, le catamaran jette l'ancre au large de Tetiaroa. La barrière de corail qui entoure l'atoll est infranchissable pour les navires. Le seul moyen pour accoster, utiliser un canot à moteur et bien calculer son coût. On va attendre celle-là, le rouleau, hop. Ça creuse sur le récif. Et voilà, hop là, il passe par-dessus. C'est bon, il est dans le lagon, il est sauvé. Autrefois résidence d'été des rois de Polynésie, puis plantation de cocotiers, Tetiaroa est inhabité depuis les années 70. Un arrêté interdit même aux visiteurs de pénétrer à l'intérieur de l'île au-delà du premier arbre. On va traverser ici. On aura de l'eau jusqu'ici, hein, c'est bon? L'autre surnom de Tetiaroa, c'est l'île aux oiseaux. Marlon Brando avait souhaité en faire une réserve naturelle. Cette volonté a permis à d'immenses colonies de fous, de sternes et de frégates d'y prospérer. Et là, c'est du Hitchcock quasiment. Là, on peut voir regarde celui-là. Le bébé du fou brun. Ils sont tout blancs et ce sont des vraies peluches. Là. Là, on peut voir le fou à pied rouge. Et à côté, il y a le nid. Cette île de Robinson va connaître un nouvel épisode puisque la famille Brando y a autorisé la construction d'un hôtel. Luxe et biodiversité feront-ils bon ménage? Les promoteurs, eux, assurent que le motu aux oiseaux restera inviolé. J'arrive. Moi, viens. J'ai un comité d'accueil. Tu as vu ça? Ça va, Yann? Ça va et toi? Ouais, très bien. Comment vas-tu? Merci de m'accueillir au centre avec des dauphins. Alors, avec grand plaisir. Le grand centre des dauphins. Voilà, le Montréal Dolphin Center. Quelle est la vocation de ce centre? Alors dans ce centre, on a 3 vraiment thématiques importantes. La première, ce sont ce qu'on appelle les programmes de nage avec les dauphins. C'est ce que tu peux voir sur le côté là-bas. Des gens sont en ce moment avec un soigneur en plein programme. Le deuxième département, c'est ce qu'on appelle le département éducation. Donc là, c'est vraiment propre aux scolaires Polynésie, aux enfants de Polynésie. Et le dernier département qu'on a en place, c'est le département recherche. J'étais juste en train, quand tu es arrivé, de faire une expérimentation sur la mémoire visuelle des dauphins. Alors, le but du jeu, j'ai l'okai qui est devant moi et je vais lui présenter, hop là, un objet. Donc là, il est en train de le mémoriser. Je lui ferme les yeux et toi, tu vas placer les 2 objets sur le tableau, vas-y. Et je lui demande d'aller sélectionner l'objet. Ah, génial. Ouais, pas mal. Il a l'air content. Moi aussi. Super. Donc dès l'instant que je vais enlever l'objet, je vais attendre 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et ça me permettra de calculer une capacité de mémoire chez les grands dauphins. Ok, ça va. Si je positionne l'okai sur le ventre comme ceci et que je demande de nager très rapidement, ça déménage. C'est impressionnant. Et le voilà qui revient. Ça nage à quelle vitesse un dauphin? Vitesse de pointe, c'est 40 km/h. Donc ce seront les vitesses
des vitesses maximales. On est parti, local champion. Magnifique. Et le voilà de retour. On a aussi de la chance qu'il freine bien. Merci champion. Alors, quelle est ton impression d'être avec eux dans l'eau? C'est un animal qui est assez impressionnant de par son volume, tu vois. Et en même temps, l'inconscient collectif veut que ce soit un animal, tu vois, vachement docile, vachement gentil, quoi. Donc c'est agréable d'être en contact comme ça, si proche. Ce qui est sûr, c'est que le dauphin, c'est un animal dont on ne connaît pas grand-chose. Ouais. Il y a beaucoup d'extrapolations, de faits sur cet animal, voilà. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Pas plus que ça. Je le chatouille pour voir s'il Voilà, réagit, mais il ne l'est pas plus que ça. C'est bien. Maintenant, tu vas mettre le dauphin sur le ventre comme ceci, et si tu demandes à Locaï de répondre à la sensation du contact, d'accord? Est-ce qu'il est chatouilleux? Non, il a juste répondu au comportement. Mais maintenant, comment il a répondu au comportement? En ayant senti le contact de mes mains entre ses nageoires. Le gros danger, c'est qu'il ne faut surtout pas amener juste une projection humaine sur l'animal. Ça enlève, je pense, toute la beauté de cet animal. Il faut le connaître vraiment en tant que dauphin. Ah la vache! Merci. Ça sent bon ici, hein? Oui. Bon, je voulais pas partir de Polynésie sans un massage Traditionnel, vraiment traditionnel, polynésien. oui, exactement. Bon, c'est à la base de Benoît, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé à Cuba? Non, jamais. Jamais? Ça vous dit de partir en voyage? Oui. Oui. Alors, nous allons prendre la direction d'une autre île, cette fois-ci dans les Caraïbes. On va retrouver notre route mythique avec le réalisateur Nicolas Millet, qui nous présente son voyage au pays de l'embargo. Il a traversé Cuba d'ouest en est, et pour ce dernier volet de son voyage, on le retrouve dans la première ville coloniale fondée par les Français. Il s'agit du port de Baracoa. J'ai repris ma route vers les lueurs de Cienfuegos, où l'on m'a rappelé les fondamentaux du communisme, assurer du travail pour tous. J'ai découvert une centrale nucléaire abandonnée, souvenir d'une gloire passée. Puis, je me suis enfoncé dans la campagne cubaine pour y rencontrer les hommes qui savent dompter la fougue des étalons et tirent la sève de la canne pour la transformer en de précieux cristaux de sucre. J'entame la dernière partie de mon voyage, qui me mène vers Santiago et le petit port de Baracoa, première ville fondée à Cuba. Les régimes communistes n'ont jamais été tendres avec les institutions de Dieu. Le clergé cubain a aussi souffert de la grande révolution de 1959. Pendant de longues années, le clergé a été muselé et les pratiques religieuses peu encouragées. En 1998, Castro accepte la visite du pape Jean-Paul II. Depuis, l'Église s'est renforcée. Certains la voient comme l'unique force de résistance au régime totalitaire du leader Maximo. Je suis venu rendre hommage à la sainte patronne de Cuba. Chaque année, en septembre, des milliers de pèlerins confluent vers la basilique de Notre-Dame de la Charité de Cuivre. Devant l'autel de la Petite Vierge, les pèlerins viennent déposer médailles, vêtements, photos ou autres ex-voto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Une prière pour m'accompagner sur les derniers kilomètres qui me séparent de Santiago, la deuxième plus grande ville de Cuba. Santiago résonne des sons d'un continent plus lointain, l'Afrique et sa mer nourricière. Dans les faubourgs de la ville, des rythmes envoûtants s'envolent vers les toits. Je suis convié à une cérémonie de Santería, culte afro-cubain qui
qui associe les saints catholiques à des divinités africaines, les orishas. La pratique de la santeria, elle, n'a jamais disparu, habituée à vivre dans la clandestinité depuis l'époque de l'esclavagisme. On invoque les orishas, les saints, lorsque l'on est face à un grave problème comme la maladie d'un membre de sa famille. C'est ce qui se passe ce soir. La jeune femme a un cancer. Elle veut interroger le Panthéon et le babalao, le prêtre qui officie, lui indique pour quel saint on doit faire résonner les tambours. La mesure des tambours s'étire dans la nuit et le babalao s'abandonne à la transe. Il est le seul à pouvoir recevoir et interpréter les intentions divines. Ce soir, on joue pour Oshosi, le dieu de la chasse. Il défend la justice et les persécutés. La jeune femme qui organise la cérémonie veut savoir si sa maladie va empirer. Il y a beaucoup d'adeptes à Cuba, surtout à La Havane, où presque tout le monde pratique la santeria. C'est le lieu où il y a le plus de croyants. Mais il y en a partout dans le monde. J'ai des filleuls de la santeria qui habitent en Italie, en Allemagne. La santeria n'a jamais été interdite. Le politique n'a jamais interféré dans la pratique de cette religion. Nous, les santeros, nous sommes à 99% des révolutionnaires. Nous n'avons jamais eu de problème à ce niveau-là. L'État ne nous dérange pas, au contraire, il nous aide. Aucun pouvoir n'a jamais pu museler sa pratique, car elle repose sur un mystère que je dois entretenir. On me demande de ne pas filmer la transe finale. À Cuba, la boxe est une religion. Ces champions sont vénérés pour avoir fait rugir la fierté cubaine lors des grandes rencontres Cuba-USA. C'est la boxe qui a rapporté le plus de titres mondiaux à la petite île des Caraïbes. Ici, au centre de Reparto Los Olmos, on entraîne gratuitement les jeunes du quartier. Ils savent que l'école cubaine de boxe peut être un beau tremplin vers la gloire et la richesse. La boxe professionnelle n'existe pas à Cuba. Tout le monde combat en amateur. C'est une volonté de Fidel Castro. Je m'appelle Ramon Faragues. Je suis l'entraîneur de ce centre et j'ai 59 ans. Nous sommes un pays sous-développé, du tiers-monde. Et en plus, nous avons le blocus. Nous devons faire face à une crise économique. Et nous ne disposons pas des facilités des pays riches. Mais nous, avec les moyens à notre disposition, nous réussissons quand même à développer notre sport à Cuba. Et nous formons beaucoup de champions olympiques et mondiaux.
J'ai travaillé avec des athlètes qui ont été des champions mondiaux dans la catégorie junior. J'ai également travaillé avec Cosadeli, champion du monde, et j'ai entraîné Angel Moya. Je me suis également occupé de boxeurs qui font partie de l'équipe nationale et j'en ai d'autres qui y sont encore. Mais on m'a aussi dit que Santiago était un vivier pour dénicher les nouvelles perles de la boxe cubaine. Je lui demande quelles en sont les raisons. Il y a une âme rebelle qui caractérise les Santiaguais. Ça se reflète dans la boxe. C'est pour ça que nous avons autant de champions et que nous sommes si performants dans ce sport. Je m'appelle Alejandro Medina. J'ai 13 ans et j'ai été champion dans la catégorie des 11-13 ans. Je vis à Santiago de Cuba. C'est avec le soutien de ma mère que je me suis lancé dans cette pratique. Pour moi, je trouve que la boxe est un très beau sport. Mon père était boxeur, ça doit être pour ça que j'ai ce sport dans le sang. Je veux devenir champion olympique pour aider ma famille. Avec le sang de Santiago qui coule dans ses veines, Alejandro ira certainement un jour défier les autres puissances de la planète, à l'image des grands héros de la patrie. Je poursuis ma route vers l'est pour rejoindre Baracoa. À l'extrémité de l'île repose la toute première ville établie sur Cuba. Mais pour y accéder, il faut d'abord franchir la Sierra Purial. Le lacet de bitume qui colle au flanc escarpé de la Sierra est la Farola, fierté de l'ingénierie civile cubaine. Elle a été réalisée dans le milieu des années 60. C'est surtout l'axe routier qui a permis à la ville de sortir de son isolement. Pendant les heures sombres du castrisme, Baracoa était l'équivalent de la Sibérie. On y était envoyé en exil pour être éloigné de la Havane. Aujourd'hui, avec le développement du tourisme, la petite ville est en train de redorer son blason. On arrivait à Baracoa par les bleus chemins de la mer, parce que la farola qui permet de communiquer avec le reste de l'île n'existait pas. Cet enclavement est aussi une des raisons qui fait que ce port a des caractéristiques uniques sur l'île, comme son environnement, sa cuisine traditionnelle, certains éléments linguistiques. Elle conserve ses traditions autochtones, si différentes de celles du reste du pays. De mon point de vue, Baracoa est une ville de poésie, de légendes, de mythes, de vieilles traditions, de luxuriante végétation. Ici se mélangent magie et réalisme, ce que les spécialistes appellent le réel merveilleux. Elle est énigmatique pour tous, que l'on soit voyageur ou résident, tous parleront du mystère qui règne ici. Ce particularisme, je vais aller le savourer chez Pablo Ribera. Il tient un petit restaurant dans la ville. Depuis peu, le gouvernement cubain a permis ce genre d'initiative privée. Les entrepreneurs sont soumis à une législation très stricte. Peu importe le chiffre d'affaires, chaque mois, ils sont soumis à une taxe fixe. Ça fait 4 mois que nous avons inauguré ce restaurant.
Une nouvelle loi a été promulguée il n'y a pas longtemps. Elle permet d'améliorer l'économie des particuliers et leur niveau social. Cette loi a été favorable pour tous les Cubains. C'est pour cela que nous avons pu ouvrir ce restaurant. Il a été bien accueilli à cause des prestations que nous offrons, par la discipline et l'hygiène que nous mettons en œuvre, et aussi parce que la maison est très ancienne. Mais avant de se lancer dans les subtilités gastronomiques de la cuisine de Baracoa, Pablo a été machetero, mais pas n'importe lequel. Ce fut un coupeur émérite qui fit fortune grâce à sa force de travail. J'ai gagné 19 réfrigérateurs, ainsi qu'une voiture. J'ai gagné des voyages pour me rendre à la Havane où j'ai séjourné avec ma famille, dans de bons hôtels. Une fois, j'ai même fait don de toute ma récolte dans les années 90. J'ai fait une récolte gratuitement pour la collecte de fonds pour les étudiants. Ne rigole pas, mais le fait d'avoir été machetero m'a tout apporté. Une maison, une voiture et ma femme. La récolte de la canne à sucre m'a tout donné. Je suis monté à la tribune avec Fidel Castro le 1er mai. J'ai pu rencontrer Raoul aussi. Et comme dans la boxe où il y a des champions, je pense que moi aussi, je suis un champion de la récolte de canne à sucre. En guise d'adieu, Pablo me fait couler une dernière gorgée d'élixir de Cuba dans mes veines. C'est pour que tu reviennes, me dit-il. Mon voyage s'arrête où l'exploration de Cuba a débuté. Il va me falloir rebasculer vers la modernité. Séduit et en même temps perplexe face à cette île échouée sur les rivages de l'histoire et écrasée par un embargo absurde qui n'en finit plus. Mais j'ai surtout été admiratif et fasciné par tous ces Cubains qui ont résisté aux affres de ces dernières décennies, en sachant toujours rire de leur malheur. Je me dis aussi que Cuba ne se laisse pas apprivoiser en un voyage. Je reviendrai voir comment l'île du Crocodile va affronter les prochaines tempêtes du XXIe siècle. Il est très mignon ton petit village en tout cas. Hein. Maroulou. Maroulou. Ça fait combien de temps, toi, Toumata, que tu travailles ici? Tu organises des mariages polynésiens à Moorea? Ça fait 3 ans que j'organise des mariages au Tiki Village. Mais le Tiki Village, ça fait 25 ans qu'il existe. D'accord. Et c'est quoi d'ailleurs ce village? Le principe de ce village, c'est de faire découvrir notre culture à travers de l'artisanat. Et qui sont les gens qui viennent se marier ici? C'est plutôt des étrangers qui viennent partout dans le monde. Ouais. Et puis ils viennent au Tiki Village pour faire un mariage, on va dire, plutôt exotique. D'accord, oui. Il y a le jeune couple qui arrive en pirogue. C'est un couple qui vient du Brésil. Il porte sa femme entre les bras. Pour voir s'il est un Aito. Un Aito, c'est un homme fort. Ah, ça fait aussi partie de la tradition, ça. Oui. On va aller voir la mariée, parce que là, elle est en train de faire un massage. Alors, le massage, c'est purification de la femme. Autrefois, elle était interdite sur le temple polynésien. Elle n'a le droit d'y aller que si elle est purifiée, c'est ça? Oui. Ensuite, il y aura une chanson religieuse et terminée par une prière.
Et son mari, il fait quoi, lui? Alors là, actuellement, son mari, il est sur le faré flottant, la hutte flottante, avec les garçons. Et là, ils sont en train de lui faire un tatouage. Et ça veut dire quoi, ce tatouage, pour lui? Alors, le tatouage, c'est la signification, en fait, du passage à l'âge adulte. Merci de m'accueillir. C'est quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps, vous mariez ici? Oui, c'était un rêve. J'ai vu ça une fois à la télévision et depuis, je n'ai pas cessé d'y penser. C'était si fantastique, on a voulu vivre la même chose avec mon mari. C'est gentil de me faire partager ce moment-là. Je suis très, très heureux de voir ça. Elle a l'air tendue, hein. On sent qu'il y a de l'émotion dans son regard, tu trouves pas, hein? Beaucoup, hein? oui. Son nom tahitien est Poerava, la perle noire. Ce précieux joyau, né au fond des lagons polynésiens, n'était jusqu'en 1980 que le fruit du hasard, au gré des trouvailles des pêcheurs. Et puis, des scientifiques ont trouvé le moyen de greffer les huîtres de nacre. Ainsi, partout en Polynésie, des dizaines de fermes perlières ont vu le jour, comme ici, à Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu. La greffe, c'est vraiment la technique de base. Ça a été vraiment inventé par les Japonais. En tout cas, ils ont inventé le principe pour arriver à faire ces perles de culture de façon systématique, avec l'introduction à l'intérieur d'un noyau, qui est un noyau de nacre, mais aussi un bout de peau qui provient du manteau d'un animal sacrifié. Si on ne mettait que le noyau à l'intérieur, il ne se passerait rien du tout. Il faut aussi mettre le petit bout de manteau. L'huître greffée passera 18 mois dans l'eau avant de libérer son trésor. Et chaque perle est unique en taille, en forme et en couleur. Ronde, semi-ronde, striée, semi-baroque ou baroque. Alors, les baroques, elles sont sans aucune symétrie, elles sont toutes uniques, elles sont toutes différentes. Et ça, ce sont des perles aussi qui sont très recherchées pour les gens qui veulent justement quelque chose de complètement différent. Comme la perle de culture, un autre produit made in Tahiti n'existerait pas sans l'intervention de l'homme. Taha, dans l'archipel des îles sous le vent, est surnommée l'île vanille. Autrefois, partout dans la forêt, on cultivait cette plante odorante. Aujourd'hui, ne subsistent que quelques producteurs. C'est très intéressant la vanille traditionnelle, très intéressant. Parce que dans les années 1940, ici en Polynésie, on produisait à peu près 300 tonnes de vanille traditionnelle. Mais la plantation de vanille, ça n'existe pas là en bas. C'est plutôt en hauteur. 150-200 mètres en hauteur. Pourquoi? Parce que la vanille, elle a besoin énormément de fraîcheur. Et en plus, tout le monde travaillait en communauté. Alors qu'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Hein? Moreata produit encore la vanille dans la brousse. Elle se lève tous les matins à 5 heures pour polliniser elle-même la fleur de vanille, un travail que les abeilles refusent de faire. La nature, elle arrive à faire, mais c'est par coïncidence. C'est par hasard. Ou alors si elle est en bonne humeur, elle va y arriver. Sinon, elle ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que la fleur, elle n'est pas parfumée. Ça ne les attire pas. Et aussi, c'est une hermaphrodite. Alors les abeilles ne sont pas assez intelligentes à polliniser. On soulève l'organe mâle et on descend un peu plus bas, il y a le pistil.
et l'organe femelle, eh ben, on met le pollen dedans. Si la fleur elle tient, c'est bon. Tu vas avoir une gousse de vanille dans 9 mois. Dans cette serre ultramoderne de Tahiti, Patrick et Teiva sont la nouvelle génération de producteurs. Pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, ils ont optimisé au maximum le processus de production sans sacrifier à la qualité. Là, quand elle est verte, elle n'a aucune note. On peut la sentir, elle n'a aucune note. Il n'y a que quand elle est mûre, on commence à sentir les notes typiques de notre vanille. C'est ça la magie, justement, quoi. Ça reste quand même presque comparable à la truffe en France. On appelle ça le diamant noir, l'or noir de Polynésie, c'est bien la vanille. C'est notre or. 1800. Là, je sens le bouquet aromatique pour savoir s'il n'y a pas de notes de naphtalène, de moisissure. Finalement, non, on a plutôt les meilleurs arômes qui soient, quoi. Celles-là, elles sont vraiment notes très fruitées. Pour arriver à ce stade-là, on a pratiquement 2 ans de travail entre le moment où la fleur commence à fleurir et le moment où on peut commencer à la commercialiser. La vanille de Tahiti est encore confidentielle. Teiva espère bien l'exporter bientôt aux 4 coins du monde. Mais pour l'instant, il doit se contenter du marché local. Bonjour Vénoui, ça va? Tiens, je vais t'amener ta commande. Donc voilà. Tu vas pouvoir le mettre en rayonnage. Au marché de Papeete, l'autre produit vedette, c'est le monoï. Cette huile parfumée est le fruit de la macération du coco et de la fleur de tiare, symbole de l'île de Tahiti. Celle que l'on offre en collier de bienvenue ou celle que l'on glisse au coin de l'oreille. En fait, pour la fabrication du monoï, c'est au stade bouton qu'on l'accueille. Tôt le matin, on la trouve uniquement en Polynésie française. Et ce qui caractérise cette fleur, c'est plutôt l'odeur, son odorat. On en trouve en Hawaï, en Nouvelle-Calédonie, mais elle n'a pas la même saveur. Chaque famille polynésienne a sa recette du monoï, même si les gestes et les ingrédients sont les mêmes pour tous. Pour faire le monoï, il faut du coco un peu germé. Donc il faut râper. J'ai travaillé avec les grand-mères, les mamies quand j'étais jeune. Donc on regarde les mamies travailler, donc ça s'apprend. Mais un autre ingrédient entre dans la fabrication du monoï traditionnel, beaucoup plus inattendu celui-là. Le Bernard l'ermite. Il déclenche la macération du coco. Ça, c'est le Bernard l'ermite que j'ai écrasé avec un peu d'eau. Je filtre le liquide. Donc, je mélange dans le coco séché. Maintenant, je mélange les tiare Tahiti. Le monoï de Nathalie est, paraît-il, formidable pour brunir la peau des jeunes filles, parfumer les mamies et masser les bébés et les athlètes. C'est en tout cas l'avis de son mari, Ernest, masseur traditionnel. Ça, c'est le cri de guerre. Oui, j'entends. Mais... Elle est morte de rire. Elle est morte de rire de le voir comme ça. Oui. Amouilléré, ça veut dire mon amour. Taouilléré. Ils ont l'air heureux, hein. Ils ont un sourire radieux. Te pepe hia tu motoa e manawa tōrua he. I tēnei na tamai piti e. A whari mea te tapo o mata mua.
Qu'est-ce qu'ils font avec les feuilles? C'est l'échange d'alliances, on va dire. Dans un sens, nous avons plusieurs rituels. La purification. La noix de coco. Voilà, la bénédiction. Pourquoi la noix de coco? C'est nous pure. Voilà. Ah, d'accord. C'est beau ce moment avec la musique, je trouve. C'est magnifique. Alors là, ça y est, l'union est faite. Bravo. Alors Jérôme, comment tu as trouvé ce mariage polynésien? Écoute, j'ai trouvé ça vraiment coloré, gai, avec cette musique, ces danseurs, ces danseuses. Puis regarde le sourire des mariés, franchement. Oui, ils sont très heureux. Voilà, c'est ce qui explique, je pense, pourquoi il y a autant de gens qui viennent se marier ici. Très chouette. Et puis j'ai pu remarquer, tu sais, tout au long de mon voyage, combien la culture, votre culture ancestrale est présente. Les fleurs, les tatouages, et puis vous avez un amour et un respect de la nature. Tu sais, je m'attendais à voir des paysages exceptionnels, mais c'est allé au-delà de ce que j'imaginais, tu vois. Les couleurs qu'on retrouve ici, il y a un dépaysement vraiment à chaque instant. Et ça a été formidable. Je te remercie de m'avoir fait partager ça. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles. Pareil. Pareil. Pareil.